coup, oui, moi, je vais vous parler d'un sujet assez, assez original, en fait, mais pas tellement. En fait, vous verrez. Vous savez qu'il y a des thèmes que j'apprécie particulièrement dans les sujets que je vous présente, d'habitude. Ça Oui. tourne souvent autour d'une dimension historique, archéologique ou anthropologique, de faits passés peu connus qui n'ont rien à envier à la fiction. Et ça, c'est un peu ma ligne éditoriale, en quelque sorte. Je parle aussi beaucoup des Amériques, hein, qui ont passé la majorité de ces 14 000 dernières années, donc depuis l'engloutissement de la Béringie, mais il y a Jules qui a fait une très bonne chronique là-dessus. Donc c'est la majorité de ces années sans échange avec d'autres continents. C'est ce qui rend, à mon sens, la période du contact, donc de la fin du 15e au 17e siècle de notre ère, aussi intéressante, puisque c'est un exemple unique à cette échelle de la rencontre entre des sociétés humaines qui se sont développées de leur propre manière, avec leur propre culture et environnement. C'est pour cette raison que l'on va parler d'interculturalité encore à travers notre histoire du jour, mais sous un angle un peu particulier. En fait, je me suis rendu compte que si cette histoire était une fiction, il y a de grandes chances pour qu'elle ne soit pas vraiment originale, faisant appel à des figures narratives beaucoup trop vues et revues depuis Pocahontas, Danse avec les loups, Le Dernier Samouraï ou encore le film Avatar. Là, normalement, il y a un pattern qui devrait se dessiner dans votre tête. Oui, totalement. Mais nous ne sommes pas dans un film. Et du coup, vous verrez que ça prend une toute autre dimension. Été 1511. La caravelle Santa Maria de Barca quitte le port de Santa Maria de la Antigua del Darien dans l'actuelle Colombie, soit la première ville espagnole fondée sur le continent sud-américain. Le temps est agréable et dégagé, la mer est calme, et à bord se trouve le capitaine Juan de Valdivia. Sa mission, elle est de la plus haute importance. Il doit faire part de la découverte du conquistador Vasco Núñez de Balboa au gouverneur d'Hispaniola. Et cette découverte, c'est pas une des moindres. Il s'agit d'un passage vers l'océan Pacifique, l'exploration des îles Galapagos et le rapport sur les richesses que regorge la région. Valdivia, il doit négocier l'envoi de galions et de 1000 hommes afin d'établir une voie maritime vers l'Orient par le Pacifique et valider ainsi l'intuition de Christophe Colomb. La caravelle, elle transporte une importante cargaison d'or pour convaincre le gouvernement espagnol. Mais dans la cale se trouvent également des dizaines d'esclaves autochtones ramenés des expéditions et des conquêtes. Un officier du navire en particulier est en charge de cette cargaison d'esclaves. C'est un Andalousien qui approche la quarantaine, un arquebusier vétéran de la prise de Grenade de 1492 face aux troupes islamiques, devenu instructeur dans l'armée espagnole depuis. Vers 1509, il part pour le Nouveau Monde, comme beaucoup de ses compatriotes, motivé par l'aventure, la gloire et le désir de richesse. Son expérience militaire et ses talents sont fort appréciés des conquistadors. D'ailleurs, depuis qu'il est là, il a déjà participé activement à la conquête et à l'implantation coloniale. Il a connu les violentes luttes de pouvoir entre conquistadors. Il est possible qu'il ait assisté aussi, sinon plus, aux massacres d'indigènes, aux exactions, à la torture et à leur mise en esclavage. Même s'il n'est arrivé qu'il y a 1 an et demi environ, il a donc déjà acquis une solide expérience de ce nouveau mode de vie. Cet homme s'appelle Gonzalo Guerrero. Il ne le sait pas encore, mais il va bientôt subir une expérience interculturelle radicale et devenir à sa manière l'un des plus farouches opposants à la conquête de l'Amérique. Après 3 jours dans la mer des Caraïbes, une grosse tempête éclate. La force du vent est telle que le navire subit d'importants dégâts. Des vagues gigantesques empêchent tout répit, tout espoir de garder un cap. La Santa Maria de Barca finit par heurter un banc de sable au sud de la Jamaïque et se met à sombrer. Dans l'urgence, une vingtaine de personnes parvient à s'embarquer en toute hâte à bord d'une chaloupe, sans eau, sans nourriture, au milieu de la mer, à plusieurs jours de la moindre côte. Ils sont contraints à la dérive au gré des courants, dans les pires conditions possibles. Pour s'hydrater, ils sont forcés de boire leur propre urine. Au bout d'un peu plus de 10 jours, 8 naufragés seulement sont encore en vie, mais la côte est enfin en vue. Ils ne sont pas tirés d'affaire pour autant. En fait, ils ont dérivé jusqu'à la péninsule du Yucatan, dans l'actuel Mexique, et arrivent en plein territoire Cocom, un peuple de guerriers de culture maya. Ils sont vite repérés et attaqués. Certains naufragés sont massacrés sur le champ. Un des survivants reçoit un coup de massue qui lui fend le crâne. La blessure est tellement profonde qu'il dit qu'on pouvait y passer la main dedans. Il survit presque miraculeusement, mais à l'état quasi végétatif. Pendant 3 ans, il restera parmi les Cocom avant de décéder, les autochtones le pensant protégé des dieux l'ont épargné et adopté. En attendant, les autres sont faits prisonniers. Ils sont emmenés et enfermés dans des cages. Sous les yeux de leurs camarades, ils sont exécutés un par un.
démembrés et consommés lors d'un rituel anthropophage. Ah, Parmi les valides, tous y passent, sauf deux Yes. hommes, qui échappent ainsi au sort réservé à leurs compagnons. Le premier, c'est un jeune diacre franciscain de 22 ans. Il s'appelle Geronimo de Aguilar, il est parti d'Espagne pour répandre la foi catholique, et il rapportera cette aventure dans ses écrits. Le second, c'est Gonzalo Guerrero. En réalité, s'ils sont épargnés, c'est qu'il est prévu qu'ils fassent office de repas lors de prochaines cérémonies sacrificielles en l'honneur des dieux. La situation des deux hommes est absolument critique, leur vie est en jeu, et ils tentent le tout pour le tout. Ils arrivent à tromper la vigilance de leur geôlier et à fuir à travers la jungle. Ils atteignent le territoire de Tutulxiu, plus à l'intérieur des terres, après plusieurs jours de marche. Alors les Xiu, c'est un peuple de langue et de culture maya qui sont constitués en un puissant royaume et qui sont ennemis des peuples Kokom depuis des dizaines d'années. Guerrero et Aguilar sont rapidement capturés à nouveau et emmenés dans la capitale, la cité de Mani, où règne le Alachwinik, le souverain, Tashmar, et les deux Espagnols sont donnés en esclaves à Teohom, l'Awakan, c'est-à-dire le grand prêtre de la cité. Contraints à du travail épuisant et au transport de lourdes charges, ils doivent apporter du bois, de l'eau, de la nourriture, charrier des poissons et ils cultivent les champs. Les deux Espagnols se soumettent totalement à leur maître, ils ne tentent plus de fuir dans ce pays qui leur est dangereux et totalement inconnu, et exécutent chaque tâche qui leur est demandée. D'ailleurs, ils obéissent à tout le monde dans la ville, et pas qu'exclusivement à leur maître. Leur désir de survie passe vraiment avant tout, ils mettent de côté leurs convictions, et agissent avec beaucoup d'humilité pour ne pas offenser les Xiu. Geronimo de Aguilar en particulier, il observe une discipline assez stricte pour garder espoir. Il fait par exemple un décompte précis de chaque jour qui passe. Il conserve du mieux qu'il peut un air joyeux et serein en public et de cette manière, il gagne la confiance et la bienveillance de son maître. Et Teohom essaie même de l'intégrer davantage à la vie maya en lui offrant des jeunes filles, mais fidèle à sa foi jusqu'au bout, Aguilar parvient toujours à résister à la tentation. En fait, au péché de la chair, il préfère se plonger dans son vieux bréviaire illuminé qu'il est parvenu à conserver depuis le naufrage et prie Dieu chaque jour pour qu'il puisse retrouver les siens. A l'inverse, Gonzalo Guerrero est tout aussi impliqué dans ses travaux physiques, se fait lentement à l'idée de ne plus retrouver sa vie passée et s'acclimate peu à peu à sa condition d'esclave. Il participe ainsi à des rites et des cérémonies dans la cité. Tashmar, il constate que les esclaves européens travaillent efficacement et se soumettent peut-être même plus que prévu. Il craint qu'ils ne se tuent à la tâche avant de pouvoir tirer avantage de la présence de ces étrangers. Surtout que parallèlement, des bruits courent sur le fait qu'ils ont déjà participé à des guerres et des combats, et la péninsule du Yucatan à cette époque, elle est divisée en royaumes et en confédérations rivales, et c'est un champ de bataille quasi constant. Tashmar réclame donc les deux esclaves pour lui-même, et Guerrero et Aguilar deviennent en quelque sorte ses conseillers militaires. Donc si Aguilar n'a pas grand-chose à apporter, Gonzalo Guerrero, lui, se prête à cette activité avec une grande rigueur et une grande implication. En plus, cela lui permet de revenir à l'instruction militaire qui est son domaine d'expertise. Il se met alors à former les troupes de Tashmar. Il leur apprend des techniques d'attaque et de défense qui sont utilisées en Europe. Il leur enseigne à se battre en formation, en carré, en colonne. Il insiste sur la discipline à apporter dans les rangs afin d'éviter de se battre de manière trop dispersée. Il apprend comment permettre aux combattants de première ligne de se replier pour pouvoir se reposer, pendant que les lignes suivantes prennent leur place de manière à tenir ainsi la formation. Il leur apprend aussi des techniques pour attaquer par les flancs. En bref, il se met à enseigner à une armée maya toute la théorie militaire européenne de l'époque. Il a rapidement l'occasion de prouver l'efficacité de son enseignement en le mettant en pratique dans les combats face aux Kokom. Les troupes de Tashmar parviennent à s'établir en phalange macédonienne, dominant et écrasant leurs ennemis. Je vous ai dit que cette histoire était assez folle. ouais, j'avoue, franchement, Ouais, je totalement. suis quoi? C'est vraiment le dernier samouraï, mais Mais en pas version samouraï, quoi. maya, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Dès lors, Guerrero, l'esclave étranger, acquiert une immense renommée dans le royaume de Tutulxiu et même au-delà des frontières. Tashmar l'échange pour un très bon prix à l'un de ses alliés pour qu'il puisse également profiter des talents de cet espagnol pour la guerre. Il est donc envoyé dans le territoire de Chactemal, au sud-est du Yucatan, où il est confié au Alachwinik Nachan Khan qui règne depuis la cité d'Ichpahatun. Il est remis entre les mains de son nouveau maître, le Nakom, c'est-à-dire le chef militaire, qui s'appelle Balam, et Balam au passage ça veut dire jaguar en langue maya, donc c'est assez classe comme nom. Balam traite particulièrement bien son esclave, tous deux parviennent à établir de bonnes relations, et un jour, alors qu'il traversait une rivière, Guerrero le sauve d'une attaque d'alligator. En récompense, Balam l'affranchit en le libérant définitivement de son statut d'esclave.
Mais Guerrero, redevenant un homme libre, ne cherche pas à quitter Ichpatun. Bien au contraire, puisqu'il décide d'adopter le mode de vie de ses hôtes et s'engage comme guerrier. Il se distingue au combat où il se bat côte à côte en tant qu'égal maintenant auprès des Mayas. Il participe à des rituels qui sont propres aux guerriers, comme l'automutilation, symbole de mépris pour la douleur et la mort, ainsi que le tatouage rituel. Il enchaîne victoire sur victoire, monte la hiérarchie militaire, il s'acculture totalement à cette nouvelle vie qu'aucun Européen n'a connue avant lui. Il gagne en importance et finit par atteindre le rang lui-même de Nakom, devenant ainsi le chef militaire de Nachan Khan. Sa proximité avec son nouveau souverain et sa réputation lui assurent des privilèges. Il est même autorisé à se marier avec la fille de Nachan Khan, la princesse Ixchel Khan. Ah ouais, carrément. Carrément. Yes. Gonzalo Guerrero, donc ancien militaire espagnol chargé des esclaves, fonde désormais contre toute attente son foyer en terre maya. Car il a même 3 enfants, ce qui le rend à l'origine de la première famille métisse native américaine européenne. Il n'a maintenant plus aucun lien avec son ancienne vie, il est totalement intégré dans la culture maya. Fin février 1519. Sous un soleil de plomb, Hernán Cortés, à la tête de 500 hommes, accoste avec une flotte de 11 navires sur l'île de Cozumel, proche de la côte est du Yucatan. Son expédition a quitté Cuba pour faire route vers la cité de Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque, encore inconnue des Européens à ce moment. Le lieu de cette escale n'est pas choisi au hasard. Si le premier contact très succinct entre Mayas et Espagnols remonte à 1502, il a fallu attendre 1517 pour que la première expédition soit envoyée au Yucatan sous le commandement du conquistador Hernández de Cordoba. Avant que celui-ci ne meure, grièvement blessé des suites d'un combat avec des autochtones, il a pu faire part de faits troublants. Par 2 fois, lui et ses hommes ont formellement entendu des indigènes crier en espagnol le mot castillan, donc castillan en français, pour les désigner. Or, aucune expédition n'avait atteint les côtes du Yucatan avant eux. Cela signifiait nécessairement une présence espagnole récente sur ce territoire qui était inexploré. Les autorités de la couronne d'Espagne sont assez intriguées par cet événement et confièrent donc à Cortés le soin d'élucider ce mystère. À l'aide d'un interprète indigène capturé 2 ans auparavant, Cortés interroge la population locale et apprend que 2 esclaves espagnols vivent bel et bien dans des cités mayas depuis 8 ans. Les dires de la précédente expédition étaient donc vrais. Il fait envoyer des messagers, porteurs de lettres et de perles de verre, pour racheter la liberté des esclaves. Jerónimo de Aguilar reçoit rapidement la missive et demande à son maître de le laisser partir. Il veut contacter Gonzalo Guerrero et lui annoncer la bonne nouvelle. Ils sont enfin sauvés. Aguilar est donc autorisé à partir par son maître, et avant de rejoindre Cortés, il se lance à la recherche de son ancien compagnon d'infortune. Dans l'histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne, un ouvrage publié en 1568 et qui constitue l'une des œuvres de référence à propos de la conquête de l'Amérique, l'auteur Bernal Díaz del Castillo, qui est conquistador, chroniqueur et compagnon d'armes de Cortés, nous rapporte cet événement. Jerónimo de Aguilar parvient à retrouver Gonzalo Guerrero, mais celui-ci a beaucoup changé depuis leur dernière rencontre. Tu m'étonnes. Il n'est plus esclave et possède son propre domaine. Son visage est tatoué, ses oreilles et sa lèvre inférieure percées, ses cheveux sont longs et noués au-dessus de sa tête comme les guerriers, et il a l'accoutrement et les attributs d'un haut dignitaire maya. Aguilar est un peu déconcerté, mais lui annonce qu'ils sont enfin sauvés grâce à Cortés. Cool, ils pourront rentrer chez eux. Yes. Je vous lis une traduction assez approximative de la réponse de Guerrero, qui est, comme vous le verrez, sans équivoque. Il dit « Je suis marié et j'ai 3 enfants. Ici, on me considère comme un chef de guerre et un capitaine. Mon visage est tatoué et mes oreilles sont percées. Que diront ces Espagnols s'ils me voient revenir? Partez avec votre Dieu et voyez comme mes enfants sont beaux. » Et il ajoute qu'il peut rentrer et garder les perles de verre. La classe. Oui. Comme phrase. Si elle est vraie, c'est classe. C'est clair. L'épouse de Guerrero s'énerve alors contre Aguilar et qui demande à son mari de s'en aller. La tension monte, le franciscain insiste. Pour lui, cette femme indigène retourne la tête de Guerrero, qui risque de perdre son âme à abandonner la foi chrétienne. S'il tient tant à sa famille et que c'est la raison qui le pousse à rester, il peut les emmener avec lui. Mais Guerrero est résolu dans sa décision, il ne souhaite pas quitter son foyer. Cet épisode est à peu près la seule mention écrite de la nouvelle vie de Guerrero. Malheureusement, nous ne savons rien de son quotidien ou de ses activités courantes.
Tout ça a été analysé, tous ces textes ont été analysés par des chercheurs, et cet extrait est une source assez précieuse pour nous permettre d'entrevoir ce qu'était devenu Guerrero à ce moment. Et il montre plusieurs choses. Tout d'abord que son épouse, Ixchel Khan, comprend l'espagnol parfaitement et qu'elle le parle puisqu'elle répond elle aussi directement à Aguilar. Ensuite, il montre qu'elle est sur un pied d'égalité avec Guerrero puisqu'elle se permet de prendre sa défense sans que cela ne paraisse déplacé. Et ça, c'est un point important à souligner pour comprendre un petit peu la place des femmes dans la culture maya de Chactemal. Ils n'ont peut-être pas qu'un rôle secondaire dans les affaires de la famille ou même dans les affaires de leur époux, et même si c'est quelqu'un qui est haut placé dans la société. Si le fait que Guerrero refuse de rejoindre les Espagnols pour pouvoir rester auprès de sa famille semble la raison évidente, il est à souligner un autre point. Des historiens ont avancé également l'hypothèse que Guerrero aurait honte de retrouver sa culture d'origine à cause de son changement d'apparence, ses tatouages et piercings mayas qui sont absolument incompatibles avec l'église catholique. Certains estiment aussi que Guerrero, issu d'un milieu à la base assez pauvre, était trop attaché au statut social qu'il venait d'acquérir et à ses réalisations qu'il lui aurait été impossible d'atteindre en Europe. En tout cas, Geronimo de Aguilar est contraint de partir seul, réalisant que Guerrero était réellement devenu un Maya. C'est la dernière fois que les deux hommes se croisent et ils vont finir par choisir un camp et des positions qui sont radicalement opposées. Aguilar rejoint Cortés, sous le regard incrédule des Espagnols qui voient arriver un homme à la peau hâlée par le soleil, le crâne rasé et vêtu de haillons et qui est d'abord pris pour un autochtone. En fait, il faut attendre qu'il fonde en larmes et loue Dieu en espagnol pour avoir écouté ses prières pour que Cortés et ses hommes se rendent compte qu'il s'agit de l'un des captifs recherchés. Ah ouais, putain. Le mec, il est passé à ça de se prendre un coup d'arquebuse. C'est clair. Il s'empresse alors de raconter son histoire et mentionne celle de Gonzalo Guerrero. Pour Cortés, c'est une véritable aubaine. Il vient d'obtenir un interprète espagnol, familier des peuples locaux. Il compte bien exploiter au maximum cet atout. Il regrette cependant, on peut le comprendre, la décision de Guerrero. En l'absence de textes et d'occidentaux sur place, il est très difficile de retracer la suite de l'histoire de Guerrero. Cependant, il est assez logique de comprendre ce qui le rendait si précieux auprès des Mayas. Tout d'abord, il avait une expérience non négligeable de la navigation en mer, et les Mayas de Chactemal sont des navigateurs qui échangent sur de très longues distances, notamment des coquillages, du coton, des plumes, du cacao et du sel. Et sa connaissance des étrangers, les hommes barbus, comme les appellent les Mayas, qui semblent s'intéresser à leur terre, est inestimable. Guerrero leur permet de comprendre qu'ils ne sont pas des dieux ou des gens qui veulent leur bien, mais bien de simples humains avides de richesse. Des humains capables du pire et contre qui il devient nécessaire de lutter. Parce qu'en tant que Nacom, il s'affaire désormais à déployer les stratégies des conquistadors face à eux-mêmes. Ayant formé par le passé les troupes espagnoles, il sait comment les contrer et exploiter leurs faiblesses. Pendant des années, il prépare les Mayas à tendre des embuscades, organiser des guérillas et des batailles rangées. Outre l'entraînement au combat et les techniques européennes, Guerrero leur apprend aussi à construire des forts pour se défendre. Il leur conseille de ne jamais abandonner ou céder des terres, de ne jamais faire confiance aux Blancs. Pour Guerrero, c'est un point de non-retour. Il a choisi sa famille et pour la protéger, il s'oppose désormais par les armes à la conquête espagnole. En 1527, ces tactiques permettent de défaire les 380 hommes et 4 navires du conquistador Francisco de Montero et à repousser une première tentative d'invasion. Comme Cortés auparavant, Montero avait tenté de contacter Guerrero, donc vous vous doutez de sa réponse. En juillet 1531, une expédition est menée dans le but même de capturer Guerrero sans succès. Les prisonniers mayas, pris par les Espagnols, parviennent à faire croire à sa mort et qu'il était inutile de le chercher. En 1532, une nouvelle victoire permet de chasser le conquistador Alonso de Avila du Yucatan. Pendant près de 17 ans, Guerrero y lutte avec acharnement en participant à la résistance maya jusqu'au 13 août 1536. Ce jour-là, il mène une armée de renforts, 50 pirogues remplies de guerriers, pour venir en aide au chef Sicumba, dont la ville Ticamaya, dans le Honduras actuel, est attaquée. Pedro de Alvarado, lieutenant de Cortés, mène une opération dite de pacification, avec 80 Espagnols et 300 de leurs alliés indigènes. Au total, le camp maya parvient à aligner plus de 1000 hommes. La bataille fait rage, mais l'issue est incertaine. Des soldats espagnols croient voir un homme barbu tatoué, vêtu comme un guerrier indigène. Au cœur de l'action, Guerrero est bien présent, mais il est soudainement transpercé par un carreau d'arbalète. Déjà blessé par un précédent tir d'arquebuse, il s'effondre au sol. Je crois qu'on a un niveau de badassitude qui est assez élevé. Là, j'avoue que. Ah, mais tellement, genre, c'est vraiment la mort épique du film épique, quoi. Enfin,
Ces hommes parviennent à l'emmener hors du champ de bataille et à le cacher derrière des paniers. Dans un dernier souffle, avant de mourir, Guerrero demande à ses amis de prendre soin de ses enfants et exhorte ses troupes de continuer le combat jusqu'au bout. Mais la bataille ne tourne pas en leur faveur et ils sont contraints de se replier. La victoire des Espagnols est décisive. Le chef Sicumba est capturé et c'est lui qui confirma que Guerrero comptait bien parmi les pertes de son camp. Sa mort sera rapportée au gouvernement espagnol local, puis à la cour d'Espagne, parce que le traître à la couronne était enfin tombé. Waouh. Après la bataille, le corps de Guerrero se retrouve en territoire adverse. Et à la nuit tombée, quelques-uns de ses hommes parviennent à s'infiltrer derrière les lignes ennemies, à le retrouver et à le jeter à la rivière pour lui rendre un dernier hommage. Tandis qu'il n'a fallu que 2 années à Cortés pour venir à bout de l'Empire aztèque, 20 ans ont été nécessaires pour conquérir le Yucatan. Malgré ses prouesses, il est quand même difficile de mesurer l'impact réel de Gonzalo Guerrero dans la résistance maya. Il est possible qu'il ne soit pas si élevé. Les Mayas avaient déjà une culture guerrière qui était bien établie, et la myriade des États du Yucatan et la complexité des relations diplomatiques ont probablement été l'obstacle majeur des Espagnols. En revanche, ce qui est certain, c'est que Jerónimo de Aguilar a lui été d'une grande aide et d'une grande utilité dans la chute de l'Empire aztèque. Il a fait partie de l'expédition de Cortés en tant qu'interprète. Il a été rejoint par Malinali, une jeune femme maya qui parlait également la langue aztèque. Mais ensemble, ils ont formé un duo qui était redoutablement efficace et surtout entièrement dédié à la conquête. Cortés put alors mener des actions diplomatiques, de l'intimidation et soumettre très rapidement l'ensemble des Aztèques dès 1521. Aguilar meurt en 1531 dans un domaine offert par Cortés proche de Mexico. Il était entouré de ses esclaves. Ayant lui-même survécu à cette condition, il les traitait du mieux qu'il pouvait, comme ses anciens maîtres mayas l'avaient fait pour lui. Pour avoir abandonné la foi catholique et provoqué la mort de concitoyens, Gonzalo Guerrero fut détesté par les Espagnols pendant des siècles. Il est surnommé le traître à la couronne ou le renégat. Jerónimo de Aguilar, qui est la principale source des chroniqueurs de l'époque, le présente comme un homme un peu bizarre, inquiétant et assez étrange. A l'inverse, Aguilar, lui, est un modèle de vertu. Il est resté fidèle à son roi, à sa religion, tout en évitant de se laisser tenter par le péché. Car si Guerrero en est arrivé là selon Aguilar, c'est parce qu'il s'est laissé séduire par une femme, et qu'il a mêlé son sang avec des êtres impies jusqu'à fonder une famille. Tout cela l'a amené à se perdre dans de divinités païennes et à se pervertir. En tout point, en fait, il est devenu l'antithèse du bon chrétien, le modèle qu'il faut surtout pas suivre. Parce que la conquête de l'Amérique, elle est justifiée par la christianisation des populations locales et par la victoire sur l'idolâtrie. Et en ça, Guerrero, c'est une terrible erreur, c'est une aberration. L'aspect sauvage est mis en avant pour le décrire, à moitié nu dans la jungle, il est dit terrifiant et barbare avec ses tatouages et ses oreilles percées. C'est un peu l'image qui circule en Espagne à cette époque. Il est aussi considéré publiquement comme l'une des causes des difficultés liées à la conquête du Yucatan. En fait, c'est l'excuse parfaite pour montrer que si l'entreprise militaire a été si longue, c'est parce qu'il a appris aux Mayas des techniques européennes. Il faut attendre le 19e siècle et l'indépendance du Mexique pour que la culture maya regagne un intérêt parmi une population qui avait besoin de se rattacher à des repères culturels et renouer avec son histoire. Gonzalo Guerrero devient alors un symbole de la lutte contre le pouvoir colonial et impérialiste et le père du métissage. Depuis, sa mémoire perdure par des monuments et des statues érigées en son honneur, où il est représenté avec son épouse et ses enfants. Si vous suivez mes chroniques, vous savez que ce phénomène d'acculturation inversée, par opposition à l'acculturation forcée par la conquête, n'est pas un cas unique. Quelques décennies plus tard, par exemple, la France mettra à profit cette pratique pour étendre son influence au Brésil par l'intermédiaire des truchements des jeunes envoyés pour être adoptés par des tribus. Tout cela permet de prendre du recul par rapport à une conquête souvent présentée comme implacable et complètement inévitable. Et ce genre d'histoire, de récit, qui a été considéré à l'époque comme des ratés de la colonisation, permet pourtant d'aller à l'encontre en fait de ces idées-là. Car en réalité, cela prouve même à l'époque qu'une compréhension mutuelle a pu être possible, au moins à la marge. De la manière dont est considéré Guerrero par les Espagnols, on voit que l'idéologie coloniale, elle est mise à mal aussitôt que la culture de l'autre est présentée en égal, voire compatible. Il y a certes beaucoup de différences, mais si on s'en tient à notre exemple du jour, on peut voir que les sociétés mayas et espagnoles sont suffisamment proches, poreuses, pour permettre à Guerrero de s'y intégrer. Il a pu acquérir un statut social, à y fonder une famille, notamment grâce à ses talents militaires. Donc par rapport à l'histoire, au sens un peu plus large, c'est un détail, et l'impact politique, militaire ou culturel, il est infime, mais ça fait réfléchir. Et déjà, à l'époque, les positions coloniales sont questionnées.
On a des religieux qui vivent parmi les peuples locaux, qui se mettent par exemple à consigner par écrit les histoires, les mythes, les traditions de ces cultures, ce qui permet d'en garder une trace. La violence, les exactions des colons et le sort des autochtones sont remis en question et aboutissent au milieu du XVIe siècle à la controverse de Valladolid, freinant la conquête espagnole et abolissant l'esclavage, du moins des peuples natifs. Donc voilà, pour finir, je dirais que la période du contact, elle est très complexe. La réduire à 2 camps manichéens, c'est beaucoup trop réducteur, comme on Bien peut le sûr. voir à travers ce nouvel exemple. Et à tout moment, il y a des hommes, des femmes qui ont cherché à se comprendre mutuellement. Et ces témoignages interculturels sont extrêmement précieux et sont un bon moyen en fait de mieux comprendre cette période, tout en s'interrogeant nous-mêmes de nos jours sur notre propre bagage culturel. Et bah, c'était une Trop super cool. histoire parce que putain, mais on dirait un film, c'est dingue Mais ça, vraiment. Mais en c'est fait, c'est absolument ça. dingue. Mais par contre, si c'est un film qui sortait maintenant, ce serait nul en fait, parce que ce serait Mais pas oui, original. C'est ça c'est qui est ça qui Ouais, est, triste. grave. c'est ça qui est triste, c'est que moi j'aimerais bien voir un film sur ça, mais ça a déjà été fait des milliards de fois sur d'autres sujets, alors que là Exact. c'est le premier quoi. Puis c'est vrai quoi. Après, après c'est quand même une culture qui a pas trop l'habitude d'être montrée au plein écran. La Euh, culture maya? Est-ce que vous Ouais, avez vu Apocalypto? ouais, Non, ouais. Moi, je pensais non, à il est ça. bien ou pas? L'image de l'affiche quand j'ai dit ça. Alors en fait, je voulais faire un moment une parenthèse sur Apocalypto, surtout quand je parlais parce que en fait, est-ce que je spoil la fin de Apocalypto ou pas? Bah, les gens Il y sont a déjà prévenus peu de et moi gens qui honnêtement, connaissent je sais pas si je le verrai, je Apocalypto, crois qu'il est donc. très violent et peut-être Il est que violent. j'arriverai pas à le voir. Et à la fin, moi, il y a un détail qui m'a toujours fait un peu tiquer, c'est que on voit en fait des conquistadors arriver. Mm. Sauf que, tu vois, même à l'époque, je me suis dit: «Mais c'est bizarre, genre que personne soit au courant et qu'ils arrivent un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe», alors que c'est jamais arrivé. Même quand Christophe Colomb est arrivé, dans les Caraïbes, bah, il a été repéré très tôt, escorté et cetera. Ouais. Et là, surtout si tu prends en compte cette histoire de Gonzalo Guerrero, tu vois que les premiers arrivés au Yucatan, ils arrivent en 1517, les premiers Espagnols. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà au courant que les Espagnols existaient, vu que Gonzalo Guerrero était déjà sur place. Et oui. Donc du coup, perd un D'où peu la en crédibilité. surprise d'ailleurs quand il parle en espagnol. Oui, oui, cette anecdote est assez C'est drôle. c'est assez dingue, ouais. Et Mais d'ailleurs, est-ce qu'il aurait pas pu, je veux dire, est-ce qu'il aurait pas pu parler le dialecte local puisque ça fait longtemps qu'ils y étaient? L'autre, c il parlait vraiment, puisqu'en plus il a été traducteur, si sa femme les lui 2 parlaient, répond. oui, j'ai pas précisé, mais ils ont appris très tôt, en fait, la langue Oui, donc maya, il parle la juste langue, pour ouais. Ok. survivre, en fait. En fait, là, ils avaient vraiment une très forte volonté de survivre, apparemment, de ce que j'ai compris. Et ouais, ils ont appris la langue assez tôt. Donc du coup, potentiellement, en fait, elle a pu lui répondre en. Enfin, Ah oui, tu veux je dire sais pas. Ouais, après dans les chroniques, peut-être que lui il parle il dit qu'il a parlé en espagnol, peut-être, En ça se fait, là, trouve. la source de cet extrait, ça vient du coup de l'ouvrage que j'avais dit, donc qui a été écrit par un compagnon de Cortés. Et du coup, sa source était Geronimo de Aguilar, donc le prêtre Ok. franciscain. Ouais. Donc c'est vrai qu'après, il faut toujours prendre un peu de recul avec ça. J'avais trouvé l'anecdote assez intéressante, je sais plus, j'avais trouvé ça dans un article, je crois, qui disait que c'était assez intéressant de voir que la femme pouvait éventuellement parler en espagnol. Mais c'est vrai que si ça se trouve, il s'exprimait en maya tout du long. Voilà. Et autre chose, oui, sur Apocalypto, Ouais. si vous voyez le film, parce que du coup là, on a beaucoup parlé de villes mayas. À cette époque, les villes mayas sont pas trop comme dans Apocalypto. En fait, dans Apocalypto, tu as 2 choses, tu vois un petit village perdu au milieu de la jungle et une énorme cité maya en pierre. Sauf que, D'accord. les grosses cités mayas en pierre, ça fait à peu près, à l'époque, 500 ans que ça existe plus, et les petits villages dans la jungle, pareil, ça doit faire au moins 1000 ans que ça existe plus. Donc c'est des trucs Donc là, plutôt on a médians en fait, ce que tu as. Ouais, c'est exactement ça, en fait, il y a que des villes et puis tout le territoire est extrêmement bien connu par les locaux, ce qui est normal. Ouais. C'est vrai que dans la représentation qu'on en a, tous ces peuples-là, genre, tu sais, t'as un peu comme. Bah, c'est tous ces peuples en fait qu'on connaît pas trop. Du coup, on a une image d'eux et ça fait un frame temporel, tu vois. Genre, pendant tout le temps des Aztèques, ça a toujours été comme ça. Ils ont Ouais. toujours été dans des. Genre, ils vivaient en haut de la pyramide où ils bouffaient des cœurs. Enfin, tu sais, tu sais, genre, au bout d'un moment, tu sais, ça devient un truc. Genre, t'es là, mais attends, mais de quoi Et c'est figé dans le temps presque. Sur toute la période, il n'y a pas d'évolution en fait interne Et dans l'image qu'on Apocalypto en ne a, quoi. reflète pas du tout, tu vois? Parce que même si moi je trouve que c'est un bon film, mais c'est vrai que c'est un bon film d'un point de vue narratif, pas d'un point de vue Ouais. historique. Ouais, ouais. Non, mais en tout cas, chapeau franchement pour la Ouais, recherche trop encore cool. une fois, c'était vraiment très, très cool à entendre. Donc merci beaucoup de nous faire encore une fois de plus découvrir, quelqu'un qui est allé dans un endroit et qui a vécu avec des gens alors que ça devrait pas être le cas. Enfin, honnêtement, je pense à ta dernière chronique sur le japonais qui finit au Vatican, c'est aussi Oui. ouf que ça, quoi. C'est absolument dingue.
Il y a un lien. Comment j'essaie de t'arrives faire à un lien. dénicher Euh, ces gens? Alors là, comme je disais à Marc, du coup, je l'ai dit, mais on n'enregistrait pas. C'est parce qu'en fait, à la base, je voulais faire un sujet sur Christophe Colomb, et notamment en quoi c'était justifié de déboulonner des statues de Christophe Colomb. Sauf que c'était un sujet un peu touchy, j'arrivais pas trop à le manier correctement. Et en fait, en me renseignant sur une place au Mexique où il y a une statue de Christophe Colomb qui a été enlevée, j'ai vu qu'il y avait une statue d'un mec, donc avec une barbe, habillé comme un indigène avec une lance. Je me suis dit, mais qui est ce mec? Et au début, quand j'ai vu un petit peu, je me suis dit: «Mais OK, ça doit être un personnage de fiction ou alors un truc, inventé», et non, c'était bien quelqu'un, de réel. Trop cool. Ouais. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.